Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le jeudi 4 novembre 2021. Au sommaire de cette édition, l'initiative pour les droits humains au Burundi, l'IDHB déplore la recrudescence des cas de torture et de disparition forcée. Dans un rapport rendu public ce jeudi 4 novembre, l'IDHB regrette que les promesses du président Ndayishimiye de mettre fin aux violations des droits humains au Burundi n'empêchent pas les services de renseignement de se rendre coupables de torture et de disparition forcée. Au sommaire également, 10 employés de l'entreprise Afritextile ont été arrêtés par la police le matin de ce jeudi à leur deuxième jour d'arrêt d'activité. Certains habitants du quartier Kinyami de la ville d'Ongozi demandent que justice soit faite pour Séraphine Ndereimana, une habitante de ce quartier victime de coups et blessures lui infligés par son voisin samedi dernier. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB, déplore la recrudescence des cas de torture et de disparition forcée au Burundi. L'évolution est alarmante depuis avril 2021 selon le rapport de l'IDHB rendu public ce jeudi 4 novembre. Pour Karina Tsetsakian, chercheuse à l'IDHB, les promesses du président Ndayishimiye de mettre fin aux violations des droits humains au Burundi n'empêchent pas les services de renseignement de se rendre coupables de torture et d'arrestation aux allures d'enlèvement. Écoutez plutôt Karina Tsetsakian, chercheuse à l'IDHB. Nous avons documenté une dégradation de la situation depuis quelques mois, surtout depuis le mois d'avril. Pendant que le président Évariste Ndayishimiye continue de prononcer des beaux discours et qu'il promet de mettre fin aux violations des droits humains à la justice, des détenus sont en train d'être torturés au siège du service de renseignement et d'autres sont enlevés par des agents des forces de sécurité. Et ces tendances sont en train de s'accroître actuellement. Pourquoi il y a eu au cours de cette année une série d'attaques armées par des groupes qui sont toujours non identifiés et à la suite de ces attaques, de nombreuses personnes ont été arrêtées, accusées de collaboration avec des groupes armés. Certaines de ces personnes ont été arrêtées arbitrairement et torturées pour essayer de leur extorquer des aveux. Dans d'autres cas, ces attaques ont servi de prétexte en fait aux autorités pour arrêter des membres de l'opposition politique, notamment des membres du CNL. C'est difficile de donner un chiffre exact des nombres de personnes torturées ou enlevées. Je peux dire qu'il y a plus d'une vingtaine de disparitions forcées qui ont été signalées publiquement au Burundi depuis le mois de juillet. Mais le vrai chiffre est sans doute bien supérieur car beaucoup de personnes ne veulent pas signaler les cas ou les médiatiser de crainte de représailles. Pour les cas de torture, le chiffre est sans doute beaucoup plus élevé. Les cas que nous avons documentés nous-mêmes ne représentent qu'un petit échantillon. Là aussi, les victimes craignent d'en parler publiquement. De nombreuses personnes ont été détenues au secret, notamment au siège du service national de renseignement à Bujumbura, ce qui rend les enquêtes encore plus difficiles, bien que plusieurs détenus et anciens détenus ont bien voulu décrire leurs expériences à titre confidentiel. Pour Karina Tsetsakian, l'IDHB est déçue par le manque de réaction des acteurs internationaux. Ces acteurs devraient montrer au gouvernement burundais qu'ils sont au courant des violations des droits de l'homme commises au pays et exiger des sanctions concrètes contre les auteurs. Suivez encore une fois Karina Tsetsakian. Nous sommes déçus par le manque de réaction des acteurs internationaux. Nous comprenons qu'ils veulent soutenir les efforts du gouvernement burundais pour restaurer un état de droit au Burundi, bien que ces efforts soient très limités pour l'instant. Mais ils ne devraient pas fermer les yeux sur certaines réalités. Sinon, ils seraient en fait en train d'encourager cette impunité qui ronge le Burundi depuis si longtemps. Avec le dialogue politique qui est en cours entre l'Union européenne et le Burundi, il y a une opportunité unique de soulever ces questions de manière franche. Les pays de l'Union européenne devraient faire comprendre au gouvernement burundais qu'ils sont au courant de ces pratiques.
et que tant que les actes de torture, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires continuent, les promesses du président, malheureusement, ne valent pas grand-chose. Il devrait donc demander des actions concrètes. Par exemple, que les autorités traduisent en justice les auteurs bien connus de graves violations des droits humains, tels que le commissaire de police Moïse Arakaza, qui était le commissaire dans la commune de Mugamba jusqu'au mois d'août et dont nous décrivons le bilan très violent dans notre nouveau rapport, et d'autres auteurs également au sein de la police ou du service national de renseignement, bien connus eux aussi. En page justice, certains habitants du quartier Kinyami de la ville de Ngozi demandent que justice soit faite pour Séraphine Ndereimana, une habitante de ce quartier victime de coups et blessures lui infligés par son voisin samedi dernier. Ce dernier lui reprochait de bloquer le passage des eaux venant de sa parcelle. L'auteur a été arrêté 2 fois par la police, mais a été chaque fois relâché. Des détails avec Eroge Diveremish. Des informations en provenance de ce quartier d'Okinyami révèlent que les faits se sont déroulés samedi dernier dans l'après-midi. Silas Nyandwi, un vendeur de téléphone à l'endroit communément appelé Bata, a infligé des coups et blessures à sa voisine Séraphine Ndereimana. Certains voisins de ces 2 personnes font savoir qu'avant d'en arriver là, le fils de Séraphine Ndereimana creusait un canal d'évacuation des eaux en provenance du domicile de Silas Nyandwi. Selon ses voisins, ces eaux se déversaient dans les champs appartenant à la famille de Séraphine Ndereimana et ne cessait de les détruire. Ces mêmes sources rapportent que Silas Nyandwi est sorti de chez lui et est venu frapper le fils de Séraphine Ndereimana en l'empêchant de continuer de creuser. En entendant son fils crier au secours, Séraphine Ndereimana est sorti de sa maison pour voir ce qui arrivait à son fils. Silas Nyandwi, qui était accompagné d'une autre personne qui n'a pas été identifiée, n'a pas tardé à donner un coup de poing à la dame au niveau de la bouche. 2 de ses dents se sont cassées, indiquent les voisins. Ces derniers disent qu'ils sont intervenus et ont alerté la police qui est vite venue sur les lieux. L'auteur de ces coups et blessures a été arrêté et acheminé au cachot de la police judiciaire d'Ongodi où il a passé la nuit de samedi. Nos sources indiquent que Silas Nyandwi a été relâché le lendemain, ce qui a poussé la famille de Séraphine Ndereimana à déposer plainte de nouveau le lundi. Une plainte suivie par une nouvelle arrestation de Silas Nyandwi, mais là aussi, son arrestation n'a duré qu'une seule journée car il a été de nouveau libéré ce mercredi. Selon cet habitant du quartier Kinyami, Silas Nyandwi serait protégé par certains administratifs. En premier lieu, c'est un officier de la police judiciaire du nom de Rukundo qui l'avait incarcéré, mais il a été relâché. L'autre du nom de Wuchumi l'a arrêté de nouveau, mais ce mercredi, il a été libéré encore une fois. Dans les coulisses, il se dit que c'est le gouverneur et l'administrateur qui seraient derrière les libérations répétitives de cet homme. Les voisins de Séraphine Ndereimana demandent à la justice d'aider cette femme qui, pour le moment, se fait soigner à son propre compte. La RPA a essayé de téléphoner Epipo de Alanikwa, gouverneur de la province d'Ongodi, mais sans succès. Merci à toi, Eloge, disait les méchants. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais en titre, 10 employés de l'entreprise Afritextile ont été arrêtés par la police le matin de ce jeudi. À ce 2e jour d'arrêt d'activité, la police les a dispersés. Ils s'étaient présentés à l'entreprise dans l'espoir de rencontrer le patron d'Afritextile. Les détails avec Marie-Ange Ilakoz. Pour ce 2e jour du mouvement de grève, les employés de l'entreprise Afritextile s'étaient présentés à l'entreprise afin de solliciter la rencontre avec le patron Tariq Bachir. À leur arrivée, ils ont été intimés l'ordre de reprendre les activités après avoir signé des engagements, ce qu'ils ont refusé de faire. C'est un ordre que le DG a donné. Signer quelques engagements pour reprendre le travail. Mais personne n'a voulu signer sur ce document. Après, le DG a appelé la police pour nous disperser. Il a indiqué que celui qui veut travailler pouvait entrer et celui qui ne voulait pas doit rentrer. Ils ont refusé de signer ces nouveaux engagements exigeant d'abord la résolution des problèmes à l'origine du mouvement d'arrêt des activités. La situation n'a pas été évoluée à cette entreprise Afritextile. La police, dirigée par le commissaire de la police en commune Nahangwa, a dispersé les grévistes et a arrêté plus d'une dizaine d'entre eux, comme le souligne notre source.
La police a commencé à nous disperser pour que nous quittions le lieu. La police a même arrêté quelques-uns parmi nous. Ils les ont embarqués dans leur véhicule. C'est dommage car les choses commencent à s'empirer. Plus de 10 employés ont été arrêtés et tabassés selon toujours notre source. Leur lieu de détention est jusqu'à maintenant inconnu. Dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de la Radio Culture, Gilbert Nyonzima, directeur de la Flux Textile, a fait savoir qu'il connaît et comprend les doléances de ses employés et a promis de trouver solution. Même si la grève a un caractère illégal et que les grévistes normalement devraient être frappés par l'article 509 du nouveau Code du travail, nous n'en sommes pas. Nous sommes à leur écoute, nous sommes dans une logique de conciliation et de pouvoir bien comprendre et trouver des réponses à leurs problèmes. Jusqu'à présent, la rédaction de la RPIA n'a pas encore pu joindre Tariq Bachir, le patron de l'entreprise Afritextile. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé le déplacement en mairie de Bujumbura dans une prise en plus difficile suite à la pénurie de carburant. Certains optent d'aller au travail à pied car, n'étant pas sûrs de trouver un véhicule de transport en commun. Gloria Caneza nous parle de la situation du matin de ce jeudi. Sur les différents parkings de la zone Musaga que nous avons pu visiter, aucun bus n'était visible ce jeudi matin. Ceux qui vont au travail doivent soit marcher, soit prendre des taxis vélos. Il n'y a pas de bus à Musaga. Certains préfèrent aller au service à pied, d'autres préfèrent prendre les taxis vélos vers le pont Moura. Sur tous les parkings de la première avenue et de la deuxième avenue, il n'y a aucun bus. Même au centre-ville, nous observons de longues files de gens qui cherchent le carburant. La situation était identique dans les zones du nord de Bujumbura. Lorsque un des rares bus se présente, les passagers se bousculent pour tenter d'avoir une place. Par exemple, si vous prenez un bus à Mutakura, il passe d'abord à Kinama et Kamenge. Des personnes se bousculent dans les parkings situés au quartier. Au centre-ville, c'est dommage, il y a peu de bus en circulation. Les habitants de la ville de Bujumbura indiquent que cette pénurie de carburant risque de créer beaucoup de problèmes si le gouvernement ne trouve pas de solution. Si rien n'est fait vraiment, ça sera le désordre. Il y a un problème réel d'essence et du mazout. Au centre-ville, les gens circulent avec les bidons pour chercher du carburant. Presque toutes les stations-service sont fermées. Pour le moment, des retards au service s'observent dans la mairie de Bujumbura suite à ce manque de carburant. Merci à toi, Gloria Caneza. Même ceux qui voyagent vers l'intérieur du pays ont actuellement des difficultés à cause de cette pénurie de carburant. Ils ont du mal à trouver des véhicules de transport en commun. Inès Gakiz. Il est 9h l'avant-midi de ce jeudi. Nous sommes sur le parking Kotebu, les véhicules se rendant à l'intérieur du pays. C'est le désordre qui y règne. Les gens vont dans tous les sens à la recherche d'un véhicule qui pourrait les conduire à l'intérieur du pays. Le matin de ce jeudi, peu de véhicules sont remarqués sur ce parking. Selon les chauffeurs rencontrés sur place, ils étaient peu car les autres étaient à la quête du carburant. Jusqu'à 10 heures, des passagers attendaient toujours les véhicules depuis 5 heures du matin, nous ont-ils confié. Et des fois, ils attendent toutes ces heures et finissent par reporter leur voyage par manque de véhicules. Autre constat fait sur ce parking est que le système de distribution des tickets fixant l'heure du départ est presque abandonné. Les personnels des agences de voyage nous ont expliqué qu'ils octroient uniquement les tickets lorsqu'ils sont sûrs d'avoir du carburant, ce qui n'est plus évident. Ils disent enregistrer d'énormes pertes depuis le début de la pénurie du carburant au Burundi il y a un mois. Les passagers personnels des agences de voyage routières interpellent donc le gouvernement qui prenne en main cette question de pénurie du carburant et trouve une solution adéquate. Merci à toi aussi, Inès Gakiza. Les conséquences de cette pénurie de carburant se manifestent dans différentes provinces du pays. À Muyinga, les prix de denrées alimentaires importées de la Tanzanie ont été augmentés. Une hausse qui suit celle des tarifs de transport. Le point avec Elsie Mugisha. Les produits alimentaires en province Muyinga coûtent extrêmement cher, surtout ceux en provenance de la Tanzanie. Les habitants de cette province indiquent que cette flambée des prix est consécutive au manque de carburant qui se manifeste dans le pays. Ils précisent qu'ils viennent de passer 2 semaines sans être approvisionnés en carburant de type essence et mazout. Notre source habite la province Muyinga. Cette pénurie du carburant a entraîné la flambée des prix des denrées alimentaires. Par exemple,
Un kilogramme de riz qui se vendait à 1600 francs s'achète aujourd'hui à 2300 francs burundais. L'huile qui s'achetait à 5000 francs coûte aujourd'hui 12 000 francs burundais. Un savon qui se vendait à 300 coûte 700 francs. Tout cela à cause du manque de carburant. Autre conséquence de la pénurie du carburant relevée par nos sources à Muyinga est l'indisponibilité de plusieurs autres articles de première nécessité, ce qui rend la vie difficile dans cette province. Cette situation nous préoccupe beaucoup. Des fois, on est découragé car la vie devient de plus en plus difficile ici en province Muyinga. Quand il n'y a pas de carburant, tous les produits se raréfient et le peu qu'on trouve coûte extrêmement cher. La population de la province de Muyinga demande aux autorités habilitées de suivre de près et réguler la distribution du carburant sur les stations-service car émaillée d'actes de corruption. Les pompistes servent les clients avec des bidons qui par après revendent le carburant sur le marché noir à un prix très élevé. Un litre d'essence officiellement vendu à 2455 francs est vendu à 6000 francs, dénoncent nos sources de la province Muyinga. Un autre produit qui manque actuellement, c'est le ciment de l'entreprise Buseko. Les activités de construction en province de Chibitoke sont pour le moment quasi impossibles à cause du manque de ciment. Les entrepreneurs de cette province indiquent que s'il arrive que ce ciment soit disponible, il est partagé par les autorités administratives et l'autre finit dans les permanences du parti au pouvoir. Et ce, alors, les chantiers de la population se détruisent petit à petit. Le détail avec Emma Benishim. Le manque du ciment de l'entreprise Buseko en province Chibitoke n'a toujours pas eu de solution. Selon les informations que nous détenons de certains entrepreneurs œuvrant dans la construction dans cette province, cette carence empiète sur le bon déroulement des activités de construction. Et certains chantiers se détruisent surtout durant cette période de pluie. Le peu de ciment Buseko disponible de temps en temps ne parvient pas au simple Burundi. Et le ciment importé est cher. Il n'y en a pas. Même le ciment importé qu'on utilisait en cas de manque du ciment Buseko, il est passé de 40 000 à 45 000 francs le sac de 25 kilos. Une fois disponible, le ciment Buseko va soit à la permanence du CNDD-FDD, Mugui, Mabaï ou celle de Chibitoke, au moment où le citoyen lambda ne peut avoir même un sac. Dans cette province Chibitoke, ils peuvent passer 2 semaines sans trouver même un sac de ciment. Les maçons manquent donc actuellement du travail. Pour le moment, se lancer dans la construction demande beaucoup plus de moyens. Si tu ne veux pas que ta maison s'effondre, tu dois tout sacrifier. Personne ne s'en soucie, ce n'est que l'affaire du propriétaire de chantier. C'est ainsi car nous ne pouvons pas changer la vie. Il n'y a pas de ciment. Si la pluie tombe, tu mets une couverture pour éviter qu'elle ne s'effondre. À part le ciment donné au leader du parti CNDD-FDD pour la construction des permanences, une autre partie de la quantité disponibilisée est donnée aux autorités administratives de la province. Les propriétaires de chantiers et employés du secteur demandent au gouvernement de s'impliquer dans la distribution du ciment et de veiller à ce que même les moins riches puissent en bénéficier. La pénurie du ciment de l'entreprise Buseko n'est due qu'à l'augmentation de la demande. C'est du moins les explications de la porte-parole du ministère en charge du commerce s'exprimant sur les ondes de la radio nationale ce mercredi. Glorieuse Nilartaye a toutefois tranquillisé les Burundais qu'avec le début de l'année prochaine, Buseko va augmenter sa production. Suivez plutôt Glorieuse Nilartaye. L'entreprise Buseko a un projet d'élargir et d'augmenter sa production, conformément au désir du gouvernement qu'il faut augmenter la production pour avoir la quantité suffisante, satisfaire le marché intérieur et exporter le reste pour avoir les devises. L'entreprise Buseko est en train de se préparer. Les préparatifs vont continuer aussi avec ce mois de décembre pour qu'avec janvier 2022, Buseko soit à mesure de répondre à la demande. Quant à la hausse des prix de la petite quantité disponible, la porte-parole du ministère du Commerce parle de spéculation des commerçants. Seul le ciment importé est à un prix élevé. Suivez encore une fois Glorieuse Nilartaye.
Il y a une catégorie de ciment Buseko qui coûte 24 500 francs burundais. Une deuxième qui s'achète à 30 000 francs burundais. Ces prix devraient être respectés partout. Personne n'a le droit de vendre au-delà de ces prix. Les commerçants qui se rendent à l'entreprise Buseko devraient être les premiers à respecter ces prix. Aucun commerçant n'a le droit d'augmenter les prix avec comme prétexte le coût du transport et autres. Les prix doivent être respectés. Il y a quand même un autre type de ciment importé qui coûte plus que le ciment local. Donc je pense que le ciment qui coûte cher est celui qui est importé. Les raisons du ministère du Commerce sont toutefois contraires à celles données par le personnel de Buseko. Celui-ci reconnaît avoir diminué la production à cause du manque de matières premières importées de la République démocratique du Congo. Après cette petite pause, nous parlons santé. Revue à la hausse de 30% des frais de services offerts dans les centres de santé et hôpitaux privés sur tout le territoire national. La consultation chez un médecin, qui était de 5 000 francs burundais, coûte désormais 8 000 francs. Cette décision est en vigueur depuis le 1er novembre courant. La population qui faisait recours à ces services des privés à cause du mauvais service des hôpitaux publics sont dans la désolation. L'une des raisons avancées par le président de l'association regroupant les travailleurs des hôpitaux privés dans une interview accordée aux journalistes de la radio Isanganiro est la carence des devises. Aster Ndaïzeye explique que le matériel qu'ils utilisent ne cesse d'augmenter les prix sur le marché. On l'écoute. La première motivation de la hausse, c'est le calcul des coûts de production des services de soins. Il y a une étude qui a été faite en 2019 qui a montré que les coûts de production ne sont pas corrélés avec les charges des structures médicales. La première raison, c'était pour que les hôpitaux ne travaillent pas à perte. La deuxième raison majeure, c'était pour que les services soient de qualité. Les instruments pour produire coûtent beaucoup. Avec le temps, les options aussi thérapeutiques changent. Avec ces changements, on doit s'ajuster. Peut-être la question c'était, vous avez été rapide, la population n'a pas été préparée. Mais la question n'est pas là, dans la mesure où nous avons tenu des réunions, probablement qu'on n'a pas médiatisé ça, mais avec les assurances, elles ont été mises au courant. La hausse maximale est de 30%. Par exemple, la consultation médecine générale est passée de 5 000 à 8 000. La consultation de médecin spécialiste de 10 000 à 15 000. Si on peut comparer le service public et le service privé, c'est une hausse de 25%. Il y a aussi les services d'imagerie. Je fais allusion à l'échographie, au scanner, à la radiographie standard. Là aussi, comme les consommables, nous les achetons de l'extérieur. Les services de laboratoire réactifs, nous les achetons tous de l'extérieur. Les instruments ou le matériel pour analyser les échantillons sont tous achetés de l'extérieur. Ce qui fait que s'il y a une variation des devises, ça a une influence négative sur le coût de production de nos services. Si la monnaie redevient à la normale, vous allez revoir les tarifs à la baisse. L'espoir fait vivre. Si cette situation se produit, nous vous garantissons qu'on reverra les tarifs. Et nous sommes aussi engagés périodiquement chaque année. Nous devrons revoir cette situation. Le Burundi est classé le premier pays le plus pauvre du monde dans le classement des produits intérieurs bruts dressé ce mardi 2 novembre par le magazine Global Finance. Ce dernier montre qu'une corruption devenue endémique dans le pays ainsi que des problèmes sécuritaires sont des ingrédients qui ont mené le Burundi vers une situation d'extrême pauvreté. Se basant sur le classement du Fonds monétaire international d'avril 2021, le magazine Global Finance montre que le Burundi a enregistré le plus bas des produits intérieurs bruts basé sur la parité de pouvoir d'achat, soit $760 américains par an et par habitant. Parlons politique à présent. Le président de la République du Burundi se dit étonné par le fait que le pays ne prospère pas alors qu'il ne manque de rien. Evariste Ndayishimiye a déclaré lors de l'ouverture d'une retraite de l'exécutif burundais au palais de Gitega. Pour le président Ndayishimiye, le sous-sol burundais regorge de plusieurs minerais. Et en plus, le pays a plein de personnel talentueux. Je vous propose d'écouter Evariste Ndayishimiye, le numéro 1 burundais. sinumva ingene uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu
Je ne comprends pas comment le Burundi ne figure pas sur la liste des pays développés, alors que nous avons tout ce qui pourrait nous permettre d'accéder au développement. On a des minéraux, on a un sol fertile, notre pays est géographiquement très bien situé, chose qui fait qu'il soit beaucoup convoité par d'autres pays. Nous avons en plus des Burundais très intelligents, donc tous les facteurs favorables au développement. Pour ce, nous devons chercher à savoir pourquoi le Burundi n'est pas un pays développé. Je suis confiant que ce qui sortira de cette retraite de 2 jours va nous permettre d'avoir une bonne orientation qui nous ouvrira les portes au développement et assurera le bien-être de chaque Burundais dans son pays natal. Selon Évariste Ndayishimiye, cette retraite de 2 jours a pour objectif d'évaluer les réalisations de l'année qui va vers sa fin, quitte à corriger les erreurs relevées l'année prochaine. Évariste Ndayishimiye devrait démissionner. Jérémy Minani, président du parti RDB, trouve que le chef de l'exécutif burundais, depuis plus d'une année, paraît son agenda. Selon lui, Évariste Ndayishimiye devrait connaître et bien maîtriser les problèmes du Burundi avant de chercher à occuper la place du président. Suivez Jérémy Minani. Le fait que M. Évariste Ndayishimiye ne comprend pas pourquoi le Burundi ne se développe pas signifie tout simplement que ce monsieur est indigne pour la fonction de chef de l'État. Avant de devenir chef de l'État, tout candidat à la présidentielle doit cibler les secteurs de la vie de la nation qui souffrent, qui doivent être guéris. Or, Évariste Ndayishimiye sait très bien que depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, le Burundi a complètement opté pour un régime tyrannique, un régime qui a tourné le dos à la bonne gouvernance. Oh, il n'y a pas de développement sans bonne gouvernance. Il n'y a pas de développement sans démocratie, parce que la démocratie va de pair avec la bonne gouvernance. Il n'y a pas de développement dans un pays où les richesses de la nation sont confondues aux richesses des dirigeants. Lorsque le pays est transformé en une propriété privée des détenteurs du pouvoir, pourquoi vous pensez que le pays peut se développer? Et cette politique de bonne gouvernance démocratique, ce n'est pas quelque chose dont on parle seulement, il faut des actions concrètes. Or, depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, on a vu des dirigeants qui sont corrompus, des dirigeants qui confondent leur bien propre au bien de la nation. Oui, le Burundi a un peuple intelligent, le Burundi a tout ce qu'il faut pour se développer, les matières premières, un bon climat, une terre qui est vraiment fertile. Mais le Burundi n'a pas de dirigeants qui peuvent conduire ce pays vers le développement durable. Comme M. Évariste Ndayishimiye ignore pourquoi notre pays ne se développe pas, il doit démissionner. Il n'y a rien qui puisse justifier qu'il reste à la tête de l'État parce qu'il ne sait pas comment guérir notre pays, comment nous aider à sortir de cette misère. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Ainsi s'achève cette édition. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagitse.